pas allumé. Est-ce que mon micro marche? Voilà. Si je mets le micro, c'est mieux. Bonsoir tout le monde. Vous devriez m'entendre maintenant. Ah, voilà. Salut Sakou Darling. Bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir. On est avec Fabien ce soir, Salut. que, que vous devriez connaître maintenant, qui travaille à Sciences Humaines, qui est journaliste à Sciences Humaines, et qui était là déjà avec nous il y a 2 semaines pour, euh, pour le live avec Hélène aussi, avec les journalistes de Sciences Humaines. Donc ce soir voilà, c'est un live un peu à la cool, on n'a pas d'invité, donc c'est bien, comme ça on peut discuter plus librement avec vous. C'est vrai que quand on invite des gens, c'est pas facile de les interrompre quand ils viennent parler un petit peu de ce qu'ils font, de leurs recherches et tout. On les laisse parler, mais quand on est comme ça entre nous, c'est bien de pouvoir s'interrompre quand on veut pour discuter. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez participer dans le chat ce soir, on va avoir tout le temps de le faire. Et donc le thème de ce soir, c'est le mythe de l'humain augmenté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un bouquin avec Fabien. Fabien, c'est un livre que tu lis en ce moment, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est parmi les nombreux livres qu'on reçoit à Sciences Humaines, il y avait celui-là qui se détachait, donc qui est sur le transhumanisme. Je ne sais pas si tout le monde connaît dans le chat ce thème. On en a pas mal parlé ces dernières années, mais après, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas. Donc tout ce qui est un peu l'amélioration de l'espèce humaine, supposément grâce à la génétique, grâce aux nanotechnologies, grâce à l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu ce thème qui a été beaucoup porté par la Silicon Valley, aussi par des philosophes, des amateurs de sciences, un peu en tout genre. Et du coup, ce livre donc s'appelle Le mythe de l'humain augmenté d'un Tiens, attends, sociologue. je vais vous le mettre là. J'ai la couverture. Hop là, comme ça vous pouvez la voir directement en grand. Donc ouais, vas-y, tu disais, c'est un Ouais, d'un sociologue qui a écrit sociologue ça? qui s'appelle Nicolas Le Devedec. Et bah, ça fait partie des livres que je regarde en ce moment pour savoir si j'en fais ou non une recension dans Sciences Humaines, sachant que dans Sciences Humaines, on recense les livres qu'on a aimés, on ne fait pas de critiques négatives, parce qu'on n'a pas la place déjà de parler de tout ce qu'on a aimé, donc on parle rarement de ce qu'on n'a pas aimé. Bon, je suis à peu près sûr que je vais en faire une recension, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Ouais. Je trouve qu'il a un point de vue très juste et très équilibré sur ce sujet qui prête le flanc à énormément de fantasmes. Toi, c'est un Tu vois, sujet que est-ce tu qu'on va connais bien, vivre hein? éternellement? Ouais, pas trop mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a longtemps, j'avais fait un article dans un presse généraliste pour le magazine Version Femina sur les manipulations génétiques et notamment une technique qui était un peu nouvelle et innovante qui s'appelle CRISPR-Cas9. Pareil, on en a beaucoup parlé dans les médias, là encore récemment, parce que le Japon a utilisé cette technologie pour créer des tomates un petit peu, supposément un peu plus riches en vitamines, etc. Et ces tomates, la mise sur les marchés de ces tomates est autorisée. Ça, c'était la semaine dernière, je crois. Donc, c'est une technique Ah qui fait ouais, beaucoup ok. parler d'elle, et notamment donc dans le champ un peu du transhumanisme. Et ça m'avait tellement intéressé comme sujet, qui était un peu sur, tu vois, est-ce qu'on va faire des bébés à la demande, comme dans le film Bienvenue à Gattaca ou ce genre de Ouais, ouais, choses. ouais, je m'en souviens. Que je me suis dit, j'aimerais bien faire un travail un peu plus conséquent là-dessus. Et en fait, je me suis réinscrit à 35 ans, du coup, je crois, à l'âge de 35 ans, en master de philosophie de la biologie à Ok. l'IHPST à Paris 1. Et j'ai fait un mémoire de recherche sur cette technique de manipulation génétique en me demandant en gros si c'était vrai qu'on pouvait transformer l'espèce humaine avec, comme ça nous a été annoncé. Et puis j'abordais plein d'autres aspects, hein. Et je l'avais fait avec l'historien de la biologie Michel Morange, qui avait dirigé ce travail, et avec la philosophe Francesca Merlin, qui est une spécialiste d'épigénétique. Et du coup, j'ai toujours gardé un œil sur le sujet du transhumanisme, de la génétique, de la biologie, Hmm. notamment pour sciences humaines. Ok, je sais pas si vous, dans le chat, vous en avez entendu parler. Si c'est pas le cas, vous pouvez nous le dire aussi. On essaiera de s'attarder un peu plus sur le Ouais, terme on peut lui-même. détailler. D'ailleurs, tu parlais de la méthode de CRISPR-X, c'est ça? Quelque chose comme ça? CRISPR-Cas9, Cas9, ok. Et, Cas9 en français. et ça consiste en quoi? Bah, en fait, c'est d'un côté, la technologie a un côté assez classique, c'est-à-dire l'idée, c'est d'aller dans le génome d'un organisme, n'importe lequel, et de pouvoir éditer
entre guillemets, son génome presque aussi facilement qu'on fait de l'édition ou du traitement de texte. Voilà, je dis les choses un petit peu rapidement. Ça veut Mais dire l'idée, que ça veut dire qu'on peut genre choisir si on a les yeux bleus ou les yeux dans marrons. l'idée, ça serait un petit peu ça. Après, justement, il y a tout un débat pour savoir dans quelle mesure les gènes sont à l'origine ou non de caractères tels que les yeux bleus, ou il y a plein de débats sur la génétique de l'intelligence aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques de l'intelligence, et si oui, dans quelle proportion? Et s'il y en a, dans ce cas-là, est-ce qu'avec ces techniques de manipulation génétique, on pourrait créer des bébés plus intelligents? Moi, je pense que non, mais c'est des Ouais. choses qui sont beaucoup en débat. Et notamment, le pic du débat a été atteint, je crois de mémoire, c'était autour de 2016, en 2016, ouais, quand un chercheur chinois, He Jiankui, a annoncé avoir donné naissance à deux bébés génétiquement modifiés. Euh, il aurait Lulu et Nana, deux jumelles, dont il aurait modifié le génome au niveau embryonnaire pour les protéger, enfin leur donner une plus grande résistance face au virus du sida. Bon, D'accord. il a été incarcéré depuis, personne ne sait où il est, on ne sait absolument pas où il est passé, Ok. et ça, ce qu'il a fait a été unanimement dénoncé par la communauté scientifique à Ok. travers le Donc c'est quand même considéré comme dangereux aujourd'hui ou. monde. Ouais. Mais Ok. juste là où je voulais insister, c'est qu'en fait, ces techniques, elles facilitent énormément les manipulations génétiques, elles les rendent plus rapides, plus faciles à réaliser, moins coûteuses. Mais par contre, sur le principe général, c'est quand même des choses qui sont faites depuis les années 70. De Voilà, manipuler le génome comme ça? de manipuler le génome et de créer des êtres ou des organismes génétiquement modifiés. C'est pas quelque chose de totalement nouveau. C'est juste devenu tellement facile, en fait, et une technologie tellement accessible que forcément, à partir du moment où c'est beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus facile d'utilisation, ça démultiplie le potentiel et les usages possibles de cette technique, quoi. Donc voilà, c'est un Ok. petit peu là-dessus mon mémoire. Ok. Non, apparemment, les gens du chat ont jamais entendu parler du transhumanisme. En tout cas, c'est ce que dit Saku Darling, Oreds et KYN. Je vais peut-être dire D'accord. Kin. D'ailleurs, bonsoir à Au Suivant 49 qui nous rejoint pour la première fois ce soir. Et c'est aussi le cas de Kin. Donc bienvenue à tous les deux. N'hésitez pas à participer tout le long du live. Il n'y a Bah, pas le de problème. transhumanisme, si on le définit très très simplement, c'est l'idée que des nouvelles technologies, telles donc que les manipulations génétiques, que l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, nous permettraient de créer une nouvelle espèce humaine, de devenir des X-Men, on pourrait dire un petit peu. Non, Ok. mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est l'idée qu'on pourrait nous doter l'espèce humaine de caractéristiques plus importantes qu'elle n'en a aujourd'hui, plus performantes, comme Hmm. une espérance de vie beaucoup plus longue, par exemple. Certains parlent même d'immortalité. Bon, c'est pareil, moi j'y crois pas une seule seconde, mais Ouais, voilà, carrément. grâce à des manipulations génétiques ou des techniques ou des nanotechnologies ou avec des systèmes de transfert de conscience dans des systèmes informatiques, ce genre de choses, Ouais. qui relève beaucoup du fantasme quand même, hein, il faut le dire. Euh, voilà, on deviendrait immortel, ou alors on pourrait devenir beaucoup plus fort, ou beaucoup plus intelligent, beaucoup plus endurant. Et donc le transhumanisme, c'est cette idée-là, cette idée que les technologies, la technologie permettrait de précipiter l'avènement d'une espèce humaine et de nous faire passer un seuil dans l'évolution. D'ailleurs, il y a un débat un petit peu interne, on ne va pas entrer dedans, sur transhumanisme et post-humanisme. Des gens qui préfèrent parler de post-humanisme pour dire que voilà, on fait quelque chose après l'humain, quoi. Ouais, Mais ok. bon. Ça veut dire que ça nous donne des caractéristiques qu'on n'a jamais eues et. Ok. D'ailleurs, Kin dit que t'avais entendu parler du coup, toi, du transhumanisme, mais c'était la technique d'amélioration génétique, là, le CRISPR CRISPR-Cas9 ou Cas9, Cas9. ouais. Ouais, ok. Ouais. Bon, la technique, elle existe depuis 2012 officiellement, c'est-à-dire que ce sont Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, deux généticiennes, qui ont écrit un article où elles ont expliqué le fonctionnement de cette technique. Elles ont reçu un prix Nobel plus tard pour ça d'ailleurs. Ok. Voilà, et donc on parle d'édition du génome ou d'édition génomique des fois. C'est vraiment cette idée que voilà, on pourrait prendre le génome d'un organisme, n'importe lequel, et retirer un petit bout et mettre un petit bout à la place de façon super facile. Ouais, d'accord. C'est un petit peu ça l'idée en Ah schématisant. oui, c'était pas l'histoire des ciseaux. Je crois les ciseaux, non? C'était pas C'est l'image qu'on exactement, on avait. parlait de On ciseaux découpe le génétiques génome. aussi.
de chirurgie du génome aussi. On utilise souvent des images comme ça. Mais D'accord. l'image qui est beaucoup revenue, c'est celle du traitement de texte, quoi. L'idée que voilà, vous auriez votre génome comme vous auriez votre texte sur un logiciel de traitement de texte, et de même que vous pouvez facilement déplacer des paragraphes, supprimer un mot, en mettre un autre, on pourrait faire la même chose avec le génome, et donc Ouais. optimiser ou changer en tout cas des organismes. Ok. Salut Déjotarius, d'ailleurs j'ai raté ton message. Bienvenue parmi nous. Sakou Darling, tu te souviens toi que tu as abordé ça en terminale? Ouais, moi aussi du coup ça me dit quelque chose. Les histoires de génome et de lettres, des successions de lettres et tout. Et donc ouais, Sakou Darling nous demande est-ce que l'humain augmenté c'est l'humain 2.0, en gros une nouvelle espèce. Oh, bah après, l'expression humain 2.0, je ne l'ai jamais vue, mais pourquoi pas? Après, c'est des choix de vocabulaire, hein. En Ouais. général, c'est vrai qu'on parle plutôt d'humain augmenté, sachant D'accord. qu'en fait, tu as tout un débat sur augmentation et soins. Euh, Par exemple, imaginons que on puisse faire une manipulation génétique qui nous protège contre une maladie d'origine génétique. Par exemple, la sclérose en plaques, je crois, est d'origine génétique, ou la mucoviscidose, je ne sais plus. Bon, imaginons en tout cas qu'on puisse... est-ce qu'on est dans l'augmentation ou est-ce qu'on est simplement dans une forme de soin au même titre qu'avec la vaccination, par exemple, ou simplement quand on prend un traitement? Ça, Hmm. c'est un débat qui est très compliqué, en fait. Euh, on a une distinction assez évidente en disant que qu'on va retrouver par exemple sur chirurgie réparatrice et chirurgie esthétique. On va dire chirurgie réparatrice, on répare un tort causé à la personne, Hmm. et chirurgie esthétique, on fait une amélioration, quelque chose de jugé comme une amélioration en tout cas, mais dont la personne pourrait se passer pour vivre et être en bonne santé. Hmm. Quand on va dans D'accord. le détail, c'est assez compliqué, notamment quand on parle de la vaccination. La vaccination, c'est un truc que les transhumanistes, les partisans donc, du transhumanisme aiment beaucoup, parce que ils disent que c'est déjà de l'augmentation et qu'en fait, beaucoup disent que c'est déjà de l'augmentation et qu'en fait, on serait déjà dans une société transhumaniste qui ne Ah s'avoue ouais. pas comme telle, quoi. Grâce au vaccin et tout quoi. Le vaccin, typiquement, ouais, c'est des choses Ok. qui sont avancées. Ce à quoi des adversaires, on va dire, du transhumanisme, je pense à quelqu'un comme Alain Testard, par exemple, va dire que c'est pas le cas parce que le vaccin, en fait, il vient restaurer une fonction biologique normale en luttant contre une maladie. Oui, Donc, c'est le corps euh, tout donc seul on n'est qui pas dans un lutte. truc d'amélioration. Ok. Ouais, justement, en fait, c'est le corps tout seul qui lutte, oui et non, parce que quand on injecte un vaccin, on modifie quand même le système immunitaire d'une personne de façon assez irréversible. Donc le débat est assez compliqué, quoi. Hmm. Mais voilà, c'est pour ça, en tout cas, pour répondre à Sakou Darling, qu'on va beaucoup parler d'homme augmenté par Ok. opposition à un homme soigné, à un humain soigné, Hmm. par exemple. Il y a Aurès qui dit ça veut dire la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, c'est ça? Peut-être que vous savez dans le chat si c'était ce cas-là dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'était Après, il y la a la même? maladie de Huntington qui revient beaucoup, par exemple, qui fait partie des maladies très difficiles à traiter Ouais, et où beaucoup d'espoirs sont fondés sur la thérapie génique. Enfin, ouais, il y a d'accord. quelques maladies comme ça. Après, en fait, il y a des alternatives à la thérapie génique. Ça, c'est quelque chose qui est assez rarement dit, je trouve, dans ce débat-là. Mais par exemple, tout ce qui est le tri et la sélection embryonnaire, c'est-à-dire des personnes, voilà, un couple où il y a un risque de maladie génétique chez l'enfant, euh, il y a une possibilité qui leur est parfois offerte, c'est de faire une fécondation in vitro et Ouais. ensuite de scanner le génome des embryons et d'éviter les embryons qui ont potentiellement des facteurs génétiques prédisposant à une pathologie extrêmement invalidante. Ça fait très Alors, bienvenue à Gattaca, ça, du ouais, coup. c'est ce que j'allais dire. Je me Évidemment, ça fait souviens, très ils bienvenue choisissent à leur embryon. Gataka. Mais après, c'est toujours le débat, c'est-à-dire que le débat est pas évident entre lutter contre des maladies qui sont quand même vraiment embêtantes. Enfin, tu vois, la mucoviscidose, c'est un truc, c'est difficile de se dire qu'on peut mener une vie normale avec ce type de maladie. Enfin, on peut gérer, mais c'est quand même assez embêtant, on va dire, pour dire le moins. Et voilà, alors après, effectivement, est-ce que forcément, si on se met à faire ça, bah, derrière, on se mettrait automatiquement à faire des bébés à la carte, comme on dit, sachant que c'est pas aussi si simple que ça. C'est pour ça que je réagissais à la question de la couleur des yeux, ou choses comme ça. Souvent, Ouais. l'exemple qu'on prend, en fait,
j'avais lu un article à l'époque de Catherine Bourguin, je crois, une généticienne, Ouais. qui montrait en fait dans tout l'article que c'était très difficile de prévoir la couleur des yeux à partir de séquences de génome, contrairement à ce qu'on croyait. Hmm. Tu regardes les séquences génétiques, tu peux être tenté, le bleu a priori ça se reconnaît pas trop mal, mais quand tu commences à aller sur des couleurs intermédiaires, sur des marrons, des verts, des choses comme ça, en fait c'est très difficile parce que c'est une des choses que je racontais dans mes mémoires qui est en ligne, d'ailleurs s'il y en a que ça amuse, sur mon blog perso. Euh, voilà que c'est pas automatique d'avoir une séquence génétique et une couleur des yeux prédéterminée, quoi. Hmm. D'accord. On a quelques questions dans le chat. Il y a Orez qui demandait tout à l'heure est-ce que l'idée du transhumanisme, c'est faire de l'évolution artificielle? Je sais pas trop comment répondre à ça parce que il y a une évolution naturelle et une évolution artificielle. C'est pas évident de faire une différence entre une évolution naturelle et une évolution artificielle en fait. Parce que, par exemple, on peut se demander un truc tout bête, si quand on parle de l'évolution naturelle, donc l'évolution telle que Darwin en a un peu posé le cadre, avec la sélection naturelle qui sélectionne les caractères qui favorisent la survie et la reproduction. Ouais. Euh, on peut se demander si cette évolution, elle n'est pas déjà impactée par le développement de systèmes de soins, le développement de, en fait, la vie en société en général, quoi. Ouais. Donc, en fait, on en revient à la division un peu nature-culture, qui est toujours une division, une distinction qui est un petit peu critiquable, quoi. On Hmm. a d'ailleurs fait un entretien de Descola, je crois, dans Sciences Humaines il n'y a pas longtemps. C'est pas moi qui m'en suis occupé, mais qui revient sur la critique de cette opposition entre la nature Ouais. et la culture, en Hmm. fait. Pour prendre un exemple hyper classique, quand on dit par exemple une frontière naturelle, comme une chaîne de montagnes ou un fleuve, bah, elle n'est pas totalement naturelle parce qu'elle sépare deux villes. Et s'il n'y avait pas ces deux villes qui sont des objets de culture, bah, on ne considérerait pas cette chaîne de montagnes ou ce fleuve comme une frontière. Donc, Hmm. il y a toujours un peu voilà, des passerelles de l'un à l'autre qui rendent la distinction pas si facile à faire, je trouve. Ok, ouais, je comprends. Alors, Dejotarius nous demande le transhumanisme est-il sournois? Avance-t-il en rampant comme par exemple les nanoparticules dans l'alimentation? Que nous cache le transhumanisme en n'étant pas transparent ni assumé? Alors moi spontanément, j'ai pas l'impression que le transhumanisme soit sournois. Il me semble qu'il est au contraire assez transparent. Quand vous lisez, j'avais pas très envie de le citer, mais quand vous y lisez quelqu'un comme le roi Alexandre en France ou un philosophe comme Kurzweil aux États-Unis, les types ils sont extrêmement clairs. Ils vous disent, ou Harari aussi, Ouais. l'auteur de Sapiens. Voilà, ils vous disent c'est formidable, les technologies vont nous permettre de développer l'espèce humaine, d'en Hmm. faire quelque chose. Voilà, moi je trouve pas ça sournois spontanément, mais peut-être que Keane a une idée, Déjotarius, Ouais, pardon, a si tu veux une idée préciser, tu peux, hein. précise qui m'échappe, quoi. En tout cas, oui, merci à la laitielle pour ton follow. Bienvenue. Ok. Mince, j'avais une autre question, mais elle m'est sortie de la tête du coup. Du coup, Euh, on en vient à faire une présentation sur le transhumanisme. J'ai pas ouais, non ouais, plus un c'est un peu spécialiste, ça. hein, mais ouais, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Mais pour toi, ça reste une utopie. Ouais, il y avait tout à l'heure quand on parlait, j'ai vu il y a un moment maintenant sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Mister Sam, qui est un sceptique. Ouais. J'avais vu une vidéo qu'il avait faite sur le transhumanisme et sur le fait qu'on allait peut-être pouvoir vivre éternellement. Il avait l'air super enthousiaste et tout, et il avait l'air d'avoir plein de sources qui allaient dans ce sens-là. Mais toi, t'es un peu plus sceptique. Tu penses que c'est. Je suis plus sceptique. Après, c'est une hypothèse. J'allais dire, c'est une hypothèse sérieuse. Moi, je trouve que c'est un petit peu. Ce que j'ai lu, ça me semble un petit peu léger pour Ouais. l'instant sur l'immortalité biologique. Le truc, c'est que dans la nature, c'est vrai qu'il y a des organismes qui vivent incroyablement longtemps, et certains vers, je crois, ou des organismes très très simples qui peuvent vivre des centaines, voire des milliers d'années. Enfin, ça devient complètement délirant. Ouais. Et du coup, il y a des travaux sur ces espèces pour voir si on pourrait imaginer des formes de thérapie pour allonger encore l'espérance de vie humaine. En même temps, j'ai quand même souvent lu aussi de la part de scientifiques également qu'ils avaient le sentiment qu'on était arrivé à une sorte de plateau et que l'espérance de vie
elle progressait encore, mais qu'en revanche, sur l'espérance de vie en bonne santé, mine de rien, c'était assez difficile à faire progresser. Et Ouais, voilà, on voit bien que sur le plateau, alors je dis peut-être une bêtise, mais de mémoire, c'était partir sur le créneau 80-100 ans, ça devient compliqué d'être en parfaite santé. ouais. Enfin, et ouais, on a quand même de bonnes raisons de douter qu'on dépasse les records qui sont de mémoire. Je crois que c'est autour de 120 ans, c'est ça, les personnes Je les connais plus pas vieilles du monde. exactement, Mais moi, mais je je crois reste que assez sceptique sur c'est entre 120 et 130 dans ma mémoire. Je vais vérifier, mais les 124 qui me vient en tête, mais c'est peut-être pas ça. je regarde Google, plus vieille personne du monde, doyen de l'humanité. Et ben, apparemment le record c'est Jeanne Calment, Jeanne qui Calment, était la toujours. doyenne de l'humanité quand j'étais gamin, qui avait 122 ans. Donc tu vois, ouais, 122, ouais. c'est ça, c'est 122 et aujourd'hui c'est, euh, attends, je m'y perds dans le tableau là. Aujourd'hui c'est une japonaise qui a 118 ans, voilà, qui est la doyenne de D'accord. l'humanité. Donc ouais, ça reste quand même, ça bouge pas trop quoi, hein, quand tu vois la Non, liste ça bouge pas trop et sur Wikipédia, t'es entre 107, 108 et 122 quoi. C'est pas, ça bouge pas ouais. énormément. Je vois qu'on a deux remarques dans le chat. Une de Guy Lesch. Le transhumanisme est la conséquence directe de la faiblesse humaine, dans le sens où l'homme est tellement faible physiquement qu'il a besoin d'utiliser ses connaissances technologiques pour s'améliorer lui-même. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Il y a de ça. C'est vrai le transhumanisme parie sur une élimination même de nos faiblesses, pour les plus radicaux, on va dire, Mm. grâce aux nouvelles technologies. C'est complètement ça, ouais. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment éliminer la souffrance? Moi, c'est là où j'ai quand même de plus en plus de réserves. Est-ce qu'on peut éliminer la souffrance, la faiblesse? Ça me paraît compliqué quand même. Et puis en plus, la souffrance a une fonction aussi, il ne faut pas l'oublier. Pour prendre un exemple très bateau, si je pose ma main sur une plaque brûlante, je vais la retirer parce que je vais avoir mal, quoi. Ouais, Donc la douleur, par exemple, on aimerait bien ne pas avoir de douleur, mais ça nous protège aussi, ça fait partie. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a des réflexions très intéressantes, notamment chez les philosophes transhumanistes, sur ce type de questions, quoi. mm. Au suivant qui nous demande, enfin qui nous dit, on a l'impression que le transhumanisme est réservé à une élite, alors qu'il pourrait être voué à apporter un plus à l'humanité sans distinction. Cette Alors élite ça, pourrait c'est être davantage à la recherche d'une perfection surtout. Ouais, ça c'est un énorme débat et en fait ça va scinder le transhumanisme en plusieurs courants. En gros, il y a des transhumanistes un peu justement élitistes qui vont être proches des mouvements libertariens aux États-Unis, voilà, qui admettent parfaitement l'inégalité, etc. Et puis il y a des transhumanistes qui vont être plus de gauche, on va dire, et qui eux, vont être très soucieux à la question de la redistribution des bénéfices engendrés par les progrès technologiques. Euh, et, euh, et c'est un débat qui est intéressant aussi, hein, parce que oui, on a typiquement si on prend ce truc sur une espérance de vie illimitée ou quasiment illimitée, forcément ça pourrait pas être le cas de tout le monde. Donc, Mm. Ouais, ça enfin, coûterait on cher. peut spontanément penser que tout le monde ne pourrait pas vivre éternellement. Donc, il y Mm. aurait une forme de sélection qui engendrerait une espèce de société, de caste en quelque sorte. Et Ouais. c'est un vrai. Et de manière générale, on peut imaginer, même sans parler d'immortalité, mais que s'il y a des progrès technologiques qui seront forcément un petit peu coûteux, on voit bien que la vaccination aujourd'hui, c'est bête, mais juste un truc aussi bête que la vaccination, c'est pas du tout également distribué dans le monde. Il y a des pays qui n'ont pas eu encore accès à leur première dose pour le Covid, par exemple, Mm. alors que nous, on est déjà sur la troisième. Ouais. Euh, Si on multipliait ça encore avec plein de progrès technologiques, on peut se dire par qu'il y aurait des individus qui auraient plein d'accès à ces technologies et qui du coup deviendraient super à évoluer par rapport Ouais. à d'autres qui n'auraient pas les moyens d'avoir accès à ces technologies. Et là, on va trouver un peu de tout, hein, des transhumanistes qui disent bah c'est la loi de la nature, c'est l'inégalité, et puis d'autres qui vont dire au contraire c'est un vrai problème, il faut trouver des systèmes de redistribution pour Ok. un futur plus équitable, quoi. D'accord. Euh, Alors, on était où dans le chat là? J'essaie de m'y retrouver. On en est à JL Very Short. Il nous dit le blob est quasi immortel.
Des blobs sont en route vers la Station spatiale internationale pour y être étudiés par Thomas Pesquet. En parallèle, des élèves de près de 4000 classes étudieront d'autres blobs sur cette Terre cette fois-ci. C'est un Hmm. organisme unicellulaire, il précise. D'accord. Et ça, Euh, c'est. Ouais, on ne sait pas si ça peut. Si les caractéristiques de ce truc-là peuvent se retrouver chez nous avec un peu de recherche. non, je sais pas trop. Et alors, je vais t'avouer un truc. En plus, le blob, c'est vraiment un trou dans ma culture scientifique. Il y a eu plein de trucs sur le blob cette année. À chaque fois, je me dis quand même, il faudrait que je m'y intéresse un peu sérieusement, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais j'ai jamais trouvé le temps de lire un article un petit peu sérieux dessus. Mais Ouais, on en entend parler. L'autre ouais, coup, j'en beaucoup, entendais parler effectivement. à la radio. Euh, Alors, Kim, tu nous dis le transhumanisme ne servirait qu'à ensemencer le reste de notre galaxie, par exemple. Je suis pas sûr de savoir où tu veux en venir. Hmm. Peut-être l'idée d'une colonisation de l'espace avec des, des personnes qui, grâce à des technologies, auraient des conditions physiologiques qui leur permettraient de naviguer. Je sais pas, je- On peut imaginer tout j'invente un un tas de peu à trucs. partir de cette remarque, mais oui, oui, c'est pareil. Ensemencer dans l'espace, c'est compliqué déjà d'aller sur Mars. Donc, Il y a encore du boulot, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est à ça que tu pensais, Kin. Ok, de D'accord. pouvoir aller un peu partout, pourquoi Oui, pas, oui, hein. mais là, si on arrive à le DVD, justement, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que dans le transhumanisme, quand on en parle, on a tendance à se précipiter sur un débat sur les conséquences très lointaines des pistes offertes par le transhumaniste. Et en fait, ce que fait Nicolas Le Devedec dans ce livre, c'est qu'il dit, attendez, il faut revenir un petit peu en amont de tout ça. Déjà, il faut interroger le réalisme scientifique aujourd'hui des technologies qu'on évoque. Et encore en amont de ça, il faut qu'on fasse un focus non plus sur ce futur hypothétique, voire douteux, mais sur le présent et sur le contexte social, politique, économique, idéologique qui met des hypothèses transhumanistes sur le devant de la scène. Hmm. C'est voilà ce contexte qui met en avant ce type de discours. Pourquoi il le fait? Quelle idéologie, quelle valeur ça charrie? Et il y a vraiment un retour en arrière comme ça, et qui est un travail de sociologue sur l'étude de la société telle qu'elle est aujourd'hui, qui est vraiment intéressant. On y Merci viendra pour peut-être le tout à follow, l'heure, mais je pense. Jamou65. Ouais, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le bouquin, qu'on n'a pas encore attaqué finalement au bout d'une demi-heure de live. Mais c'est bien, comme ça on discute avec vous. Non, c'est chouette, ça suscite plein de réactions, ce thème. Ouais, c'est sympa. Dejotarius aussi qui nous dit mettre le transhumanisme avant la philosophie de vie ou la philosophie politique, n'est-ce pas se précipiter comme un créateur fou, voulant ces créatures déjà amoindries intellectuellement selon les points de vue? En quoi les transhumanistes sont prioritaires aux autres priorités humaines? Ah bah écoute, ce serait presque une transition parfaite pour commencer la Pour prendre le lecture, parce bouquin. qu'effectivement, ce que Ok. dit Nicolas Le Devedec dans ce livre, c'est que, alors attends, si je reprends la question, se précipiter comme un créateur fou, voulant sa créature déjà amoindrie intellectuellement, en fait, Nicolas Le Devedec, il insiste beaucoup sur la dépolitisation apparente que met en scène le discours transhumaniste. C'est-à-dire, c'est un discours qui se positionne beaucoup sur la technique et sur l'adaptation, sans jamais, ou alors très rarement, se questionner sur le discours politique, la vision politique qui est sous-tendue par cette idée d'une adaptation technologique, d'une adaptation ou d'une évolution de l'être humain grâce à des technologies. Hmm. Et oui, effectivement, j'aime beaucoup l'idée de se précipiter comme un créateur fou voulant sa créature déjà amoindrie. Il y a vraiment de ça, effectivement, cette espèce de mise en avant de on va bientôt vivre éternellement et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Non, mais déjà, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Ouais, Ce c'est que je ça. disais par exemple tout à l'heure, et l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, elle augmente pas. Je crois même avoir aperçu une fois qu'elle avait plutôt tendance à régresser Ouais. ces dernières années légèrement, mais qu'elle régressait. Et effectivement, c'est intéressant. On débat de l'espérance de vie illimitée, de ce qu'on ferait si on vivait éternellement à un moment donné où l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire régresse. Hmm. Ah ouais. Juste fais gaffe, je crois que des fois ton micro il frotte sur ta chemise et du coup Ah, on l'entend un peu merci. sur le live. Mais là ça allait D'accord. mieux. Ok, bah du coup si tu veux prendre le bouquin, on peut commencer à voir un peu ce qu'il dit. Donc tu voulais prendre l'intro, c'est ça?
Ouais, je commence à lire l'introduction, on va pas non plus se faire tout le livre. Ah, il y en aurait pour long N'hésite pas à là. me couper, pareil dans le chat, s'il y a... je vais essayer de commenter un petit peu au fur et à mesure. Je vous montre la couverture, du coup, le mythe de l'humain augmenté de Nicolas Ledevedec. N'hésitez pas à interrompre, à poser des questions. Hugo, je compte sur toi pour... Ouais, t'inquiète, moi Je vais j'y essayer de connais rien commenter en plus, donc je vais t'interrompre. au fur et à mesure. Pour vous donner peut-être avant juste un petit aperçu global de l'intro, en fait, il va faire un peu au début un portrait du débat sur le transhumanisme tel qu'ils sont posés. Ensuite, il va revenir sur les angles morts de ce débat et de ce discours et parler justement de la nécessité de repolitiser cette question. C'est un peu les trois temps forts de l'introduction. Et ensuite présenter un peu sa thèse dans cet ouvrage, l'importance de repolitiser à travers la critique du transhumanisme ce débat en y intégrant notamment une dimension écologique et ouais, écologique principalement. Ok. Alors, donc je commence la lecture. C'est un Oui. exercice nouveau pour moi, soyez indulgents. On va l'être, on Donc, va l'être. la révolution transhumanisme, entre guillemets, est en marche. C'est du moins de cette manière que l'on présente très souvent ces dernières années le transhumanisme et que le mouvement aime d'ailleurs lui-même à se présenter. On en revient sur l'idée, voilà, que effectivement on parle beaucoup de transhumanisme depuis une petite dizaine d'années. Ouais. Militant en faveur d'une amélioration radicale des performances humaines, physiques, intellectuelles aussi bien qu'émotionnelles grâce aux avancées technoscientifiques et biomédicales, le transhumanisme et l'idéologie de l'humain augmenté qu'il promeut ont considérablement gagné en notoriété au sein des sociétés capitalistes occidentales. On retombe sur la définition qu'on a donnée un petit peu tout à l'heure, l'amélioration grâce aux nouvelles technologies. Ok. Regroupant une diversité d'acteurs, notamment des ingénieurs, des philosophes, des bioéthiciens, des entrepreneurs, plus largement des membres de la société civile, le mouvement fait d'herbe un nombre croissant d'individus, d'associations, de think tanks et même de partis politiques qui militent pour faire de l'augmentation humaine un droit fondamental, voire une obligation morale qui devrait incomber aux collectivités dans un monde en perpétuelle accélération. Alors ça, je vais clarifier un tout petit peu ce truc-là, c'est assez intéressant. C'est vrai que parfois, chez les promoteurs du transhumanisme, il y a cette idée que non seulement on pourrait augmenter l'espèce humaine, l'améliorer, etc., mais que parfois, certains parents auraient le devoir moral de le faire. Ouais, c'est ça, il C'est-à-dire parle de que si devoir. vous avez la possibilité technologique, par exemple, euh, de rendre vos enfants plus intelligents que ce qu'ils seraient sans cette technologie, vous auriez l'obligation morale de le faire, au même titre que vous auriez l'obligation morale de mettre vos enfants dans la meilleure école à laquelle vous ayez accès, etc. C'est un Ah, ok. argument qui revient effectivement beaucoup chez des transhumanismes assez radicaux quand même pour le Ouais, coup. ça a l'air radical parce que Ouais, c'est une c'est question qui se pose même maintenant, tu vois, quand des fois on propose aux femmes qui attendent un enfant trisomique si elles veulent faire une interruption médicale de grossesse. Là, exactement. enfin, je vois mal qui pourrait dire vous avez l'obligation de morale de le faire. C'est les parents qui décident de ce qu'ils veulent faire et puis c'est tout. Enfin, et pourquoi ne pas le garder? Pourquoi le garder, par exemple, Ouais. serait Et pourtant, immoral? tu vas trouver pourtant des personnes. Il y avait eu une controverse autour du biologiste Stephen Dawkins, notamment, qui avait dit sur Twitter, effectivement, qui avait répondu à une femme, si votre enfant est trisomique, vous devriez avorter. Donc il y a vraiment des gens qui pensent ça, effectivement, et donc que ce serait un devoir moral de le faire, quoi. Mais oui, c'est un très bon exemple C'est que tu quand as même précis. étrange, ouais, c'est un peu Ouais, extrême. c'est spécial, hein. Alors, je continue. Qu'il s'agisse d'augmenter techniquement les performances corporelles. Tiens, attends, excuse-moi, Ouais. je te coupe. Il y a Kim qui pose, je trouve, une question intéressante, c'est que restera-t-il de la différence du coup? Énorme enjeu de la question, bien sûr, parce que il y a quand même une espèce de collectivité des normes de performance, de beauté, d'intelligence, etc. Donc évidemment, le risque, si on avait une espèce de banalisation euh, de technologies utilisées en gros pour améliorer les bébés, on va dire, évidemment qu'il y a un énorme risque d'homogénéisation. D'ailleurs, on le voit bien sur la chirurgie esthétique, les gens font tous et toutes les mêmes opérations, en fait, Hmm. quoi. Pour Euh, correspondre au canon de beauté qui qu'on voit dans les correspondent aux pubs et canons à de la beauté, télé, etc. machin. Et Ok. est-ce que pourtant, est-ce que ces canons, ces normes d'aujourd'hui, en plus, seraient encore valables une génération plus tard On sait pas, ça change tout le temps en plus les canons de beauté, donc c'est hmm. difficile de savoir. Les améliorer selon quels critères demande Oreds? Intelligence, beauté, santé. Alors, les transhumanistes, en général, vont dire que c'est le bien-être qui prime.
c'est-à-dire que l'amélioration doit maximiser le bien-être d'une personne, d'un enfant ou d'une Ok. personne qui le ferait de son vivant, etc. Après, qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Est-ce qu'on maximise le bien-être de quelqu'un en améliorant sa beauté physique? Ouais, c'est pas évident, ouais. Pas évident d'y répondre. Non. Donc voilà. Et donc après, justement, il y a souvent un discours très libéral, mais au sens américain du terme, hein, libéral individuel en fait sur le transhumanisme, qui va dire en gros une personne est la seule bien placée pour définir son bien-être en fait. Ouais. Donc c'est elle qui serait Bah, du son coup, critère pour. mais si on la modifie, entre guillemets, avant même qu'elle naisse, c'est difficile de savoir ce qu'elle Hmm. aurait considéré comme faisant partie de son bonheur ou pas, quoi. Ouais. Motivation illusoire, donc, dit Jotarius, le mythe de l'immortalité, on sait où ça mène et d'où ça vient. La médecine ne suffit-elle pas? Euh, la médecine suffit. Après, la question, c'est si la médecine avait réellement cette possibilité, je vais le répéter à chaque fois, ce dont personnellement je doute énormément, Hmm. même dans un futur proche, hein. Est-ce qu'elle aurait, on en revient tout à l'heure, est-ce qu'elle aurait l'obligation de le faire? Euh, Après, ce que je crois deviner dans la question, c'est un peu le côté, est-ce qu'on est obligé de courir après la croissance technologique aussi, quoi? Est-ce qu'à un Ouais. moment donné, j'en reviens toujours au même truc. Effectivement, il me semblerait plus important d'améliorer aujourd'hui l'espérance de vie en bonne santé plutôt que de. Bon, on peut faire les deux en même temps, ceci dit, mais faire des recherches pour qu'on puisse vivre éternellement, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, les deux vont être liés souvent. C'est-à-dire que ça peut être aussi. Il y a aussi des fois des chercheurs ou des chercheuses qui ne sont pas du tout transhumanistes dans leur tête, mais leur sujet de recherche, c'est l'immortalité biologique est-elle possible, sous une Ok. forme ou sous une autre. Ouais. C'est la question qui les motive, qui motive leur approche de la science. Hmm. Et souvent, J'entends. ce sont des personnes comme ça aussi qui vont ouvrir des champs, des voies pour améliorer l'espérance de vie en bonne santé aussi. Hmm. Ok. Euh, juste, ça mériterait un live à part entière ce truc, mais la Ouais, question de c'est clair. l'intelligence dont tu parlais tout à l'heure, c'est tellement, enfin, c'est impossible de savoir ce que c'est que l'intelligence. En plus, les généticiens, ils sont pas capables de dire ce qui est de l'intelligence dans la génétique. Et puis même ce qu'on a souvent désigné comme intelligence en psychologie, notamment les tests de Wechsler, etc. C'est des tests d'intelligence qui marchent dans un certain contexte, pour certaines personnes, pour une certaine culture, et qui ne sont pas transposables à l'humanité entière. L'intelligence objective, je ne pense pas que ça existe en plus pour le moment. Alors, pour le coup, c'est des débats que je connais moins bien, mais je sais qu'il y a des définitions, notamment dans les sciences cognitives, qu'il y a des tentatives de créer des définitions un petit peu générales et dont certaines peuvent même parfois faire consensus. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne connais pas assez bien, mais effectivement, à un moment donné, sur toutes les normes, il y a la question de savoir comment on les définit, donc intelligence, beauté, santé. Je reprends Retz. Il y a la question de savoir comment on les définit, et puis aussi la question de savoir si elles sont intemporelles, parce que quand on parle de modification génétique, notamment avec la technologie qu'on évoquait au début, CRISPR-Cas9, qui potentiellement peut induire, ça je ne l'ai pas dit, c'est important, des manipulations, non seulement sur une personne, mais sur l'ensemble de sa descendance. C'était ça un petit peu une nouveauté aussi de cette technologie. Ouais. On se retrouve tout de suite confronté à la question de savoir si je fais une amélioration aujourd'hui, est-ce qu'elle aura encore du sens dans 1000 ans, par exemple, Ouais, dans 15 ouais, générations, dans c'est 20 ça. générations, quoi. C'est ce que tu C'était dis, un des Keane. grands. Est-ce que Ouais, c'est ouais, les normes slash les modes, en gros, c'est difficile de distinguer les deux, quoi. c'est ça. C'était pour l'anecdote un des grands arguments d'Axel Kahn, le généticien. Il mettait souvent cet aspect-là en avant avec comme exemple que pour nos ancêtres préhistoriques, les gènes favorisant le stockage de graisse étaient une vraie amélioration parce qu'ils étaient dans un environnement qui n'était pas moins abondant, notamment en sucre et en graisse que le nôtre. Mhm. Et que pour nous, c'était devenu pas un inconvénient, mais voilà, qu'aujourd'hui, on a des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'obésité dans les pays riches, évidemment, plutôt. Euh, voilà, donc effectivement, en même temps, ça peut presque être une objection, je suis en train de réaliser, parce qu'on voit bien qu'aussi des caractéristiques qui sont naturellement sélectionnées ne sont pas forcément toujours aussi adéquates selon justement les contextes où elles se retrouvent. Mhm. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'intervention humaine au départ. Sympa l'immorté transhumanisé avec un changement des modes, ouais, c'est ça. C'est que
Du coup, si t'as été transhumanisé à la mode Après, du il y a siècle des dernier, transhumanistes dommage. qui vont. Après, il y a des transhumanistes qui vont te répondre, oui, mais c'est pas grave parce qu'on aura les technologies pour se retransformer à nouveau. Donc, on pourra toujours se réadapter. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vas passer ton temps à t'améliorer. Ouais, Tous ouais, les matins, c'est un faudra passer argument qu'on retrouve. dans la machine. Bon, je reprends la lecture du Ouais, coup. vas-y, Alors, vas-y. qu'il s'agisse d'augmenter techniquement les performances corporelles, d'améliorer les capacités cognitives telles que la mémoire, l'attention et la créativité, de maîtriser les émotions, le sens moral et l'empathie humaine grâce à la pharmacologie, qu'il s'agisse encore de pouvoir déterminer les caractéristiques génétiques de ses propres enfants ou de repousser les frontières de la mort pour en faire non plus une nécessité de la vie mais une option parmi d'autres devant relever ultimement du choix individuel, le continent des promesses transhumanistes semble sans limite. Je vais sauter un petit peu, parce que voilà, il pose un petit peu le portrait de ce qu'on a Ouais. décrit tout à l'heure, toutes les promesses données par le transhumanisme, il donne un petit peu des exemples. Je vais avancer un petit peu volontairement, il donne quelques exemples de rapports qui sont tombés, qui montrent qu'en gros, depuis les années 2000, c'est devenu un petit peu un objet de discussion politique. Ouais. Et j'en arrivé à quelque chose de beaucoup plus original dans son livre, qui est ce qu'il appelle le transhumanisme spectacle et ses angles morts. Ok. Je sais pas- Déjotarius, on prend ta question juste après. Je te laisse lire le Ok, passage. Vas-y, ça Fabien. marche. Positifs comme négatifs, ces discours sensationnalistes et hyperboliques sur la révolution transhumaniste entre guillemets, construisent et consacrent ce que j'appelle ici le transhumanisme spectacle. Loin de permettre de poser un regard critique et distancié sur le mouvement ainsi que sur la réalité sociale et politique qu'il recouvre, cette spectacularisation du mouvement, à travers laquelle ces idéaux ne cessent d'être déclamés sans que leur bien fondé ne soit à aucun moment véritablement discuté, contribue à la normalisation et à la banalisation de ces thèses. Qu'ils soient positifs ou catastrophistes, alors, juste pour une petite explicitation, c'est parce qu'avant, il a opposé justement les transhumanistes qui vont être favorables à l'amélioration de l'espèce humaine grâce à des nouvelles technologies, et ceux qui s'y opposent au motif que ça nous fait basculer dans le meilleur des mondes, dans Bienvenue à Gattaca, Ouais, dans une ouais, ouais. société de caste, dans une société inégalitaire, Hmm. et tout ce qu'on a évoqué juste avant. Et Merci là, en pour fait, le ce qu'il dit, follow, c'est que Sercona. Vas-y, vas-y. Là, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'un comme l'autre, en fait, participent à un même transhumanisme spectacle. Donc, je reprends, qu'ils soient positifs ou négatifs, ces discours contemporains sur le transhumanisme tendent de fait à conforter la puissance évocatrice de son récit, nous accoutumant insidieusement au fait que, nécessairement, pour le meilleur ou pour le pire, une révolution et une rupture sont à l'œuvre. Donc voilà, l'idée qu'en fait, on donne peut-être un petit peu trop de crédit à ce récit et que même en le combattant, on le met paradoxalement sur le devant de la scène. Ouais, d'accord. Euh, Et ça, c'est quelque chose qui, d'après ce qu'il disait au début du bouquin, qui a tendance à augmenter. On en parle de oui, plus en depuis les années plus. 2000-2010 notamment. Ouais. Euh, et notamment, il dit on en parle, là, et dans ce que tu disais, il disait qu'on en parle au niveau politique. C'est vrai que moi, j'en entends pas beaucoup parler. J'entends pas beaucoup de politiciens parler de ça. Euh, Ouais. c'est à quel niveau? C'est les think tanks dont tu parlais tout à l'heure? C'est plus aux États-Unis. Je C'est crois plus aux que oui, États-Unis. c'est les think tanks. C'est des fois, par exemple, qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple? Euh, Tous les débats sur Google peut-il tuer la mort, immortalité, Ouais, sera-t-il ok. possible de télécharger son cerveau sur une puce? C'est plutôt comme ça que ça nous arrive en général via les médias généralistes. D'accord. Ouais, 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 ouais. Et Et c'est vrai qu'ils mettent pas le mot, l'étiquette transhumaniste ils mettent dessus. pas forcément le mot, Mais en fait, c'est ça. mais on en revient à C'est cette l'idée idée, ouais. derrière. Ok, j'en profite qu'on a fait une pause. Dejotarius dit est-ce que notre incapacité à maîtriser naturellement notre épigénétique et donc à évoluer selon notre volonté, si je puis dire, donc est-ce que c'est ça qui nous pousse à forcer notre évolution assistée par le transhumanisme? Bah, en fait, c'est une ambition, effectivement. C'est vrai que l'évolution naturelle semble échapper en grande partie à notre contrôle, avec les réserves que j'ai dites tout à l'heure, à savoir que, encore une fois, par exemple, le développement d'un système de santé avec une santé gratuite en France, ou quasiment par exemple en France, euh, bah, ça a forcément un impact sur, enfin j'imagine, Ouais, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais ça a un impact aussi sur l'évolution
humaine de manière générale. Ça peut en avoir un, en tout cas, sur le moyen-long terme. Mm. Mais en tout cas, une ambition, effectivement, de transhumanisme, c'est de dire maintenant, on va prendre le contrôle de l'évolution, Ouais. au motif, parfois, disent-ils, que l'évolution n'est pas un processus optimal, qu'on se retrouve aussi avec... ce qui est vrai par ailleurs, hein. Il y a Oui, oui. souvent cette idée que l'évolution naturelle donne forcément le meilleur résultat possible. Non, non, il y a plein d'accidents, on a plein de problèmes qui sont le fruit de l'évolution et qui idéalement, n'existeraient pas. Mm. Comme nos problèmes de dos, par exemple. Ouais. Euh, c'est un détail, mais Ça, je c'est connais, lié ouais. à, voilà, à Ouais, la ouais, je vois ce que tu veux maladie, dire. enfin, ce genre de choses. Ouais. Mm. Ça fait un peu penser à Black Mirror quand même. Non, alors, je connais pas très bien, mais il y a peut-être un épisode que tu as en tête quand tu dis ça. Alors moi, je connais bien Il y la a- série. Je ne me souviens pas d'un épisode spécifiquement sur la génétique Je ou me sur... souviens pas sur la génétique, mais et là, il y en a un qui me revient. C'est celui où il y avait les. Tu sais, ils avaient des puces dans les oreilles, là, pour améliorer leur mémoire. Ça te dit pas quelque Ouais, chose? ils ont des lentilles qui enregistrent tout aussi, Ah, non? ou les C'est ça? lentilles qui Et enregistrent tout, ils peuvent peut-être. se repasser les trucs en vidéo. Ouais. Alors, ouais, sauf que là, on est plus sur de la prothèse. Et le transhumanisme, en général, ne parle pas de prothèse. Ah, ouais, d'accord, ça fait pas L'idée, c'est partie du vraiment d'avoir... transhumanisme, ça. Parce que les lentilles, bah, oui et non, disons que les lentilles, ils peuvent les retirer à n'importe quel moment. Au final, c'est comme une super paire de lunettes, on pourrait se dire. Ouais. Alors que le transhumanisme, tu vois, ça serait plus, voilà, encore une fois, tu modifies ton génome pour gagner 20 points de QI ou 20 ans d'espérance de vie. Hmm. C'est plus ce genre de choses qu'ils ont en tête. Ouais, et du coup, au reste, tu disais, ouais, les puces avec les souvenirs, c'est ça, hein. Il y avait une histoire de puces Ouais. qui se mettaient derrière l'oreille et dans laquelle ils enregistraient leurs souvenirs. Là, on est un peu à la limite, non, parce que c'est pas Oui, oui, on juste. est à la limite. La question de, bah, comme avec les nanotech, quoi, aussi, quoi. Ouais. Sauf que la puce, je crois qu'ils peuvent la retirer. Moi, je me souviens aussi d'un épisode où des militaires travaillent beaucoup avec les mêmes espèces de lentilles de contact qui leur permettent de voir les choses différemment de ce qu'elles sont vraiment pour les voir plus belles. Ah ouais. Bon, ceci dit, Black Mirror, ouais, on est en plein la SF un peu d'anticipation avec l'espèce de catastrophisme souvent très très bien fait, hein, dans lequel pourraient nous précipiter ces technologies. En plus, là où le mec a fait vraiment très fort, le créateur de Black Mirror, Ouais. c'est que souvent il a mis en scène des choses qui se sont réalisées 1 ou 2 ans après, quoi. Le truc le plus connu, ça a été le système de crédit social. Il avait fait Oui, tout oui, un oui. épisode sur le crédit social, J'avais et vu un ou deux celui-là. ans après, ça avait été mis en place dans certaines régions de Chine. C'était Ouais, en incroyable. Chine, ils ont ça maintenant à certains endroits. Ok, on continue? Ouais, alors je vais sauter juste une petite citation et je reprends. Tout se passe en effet comme si non seulement les promesses transhumanistes marquaient un point de rupture historique sans précédent, mais que leur réalisation relevait plus encore de l'inéluctabilité. Donc cette idée, voilà, qu'on soit pour ou contre, ça va arriver, on devrait se positionner par rapport à un truc qui va arriver. Et là, Hmm. ce qu'il va commencer à dire, c'est que est-ce que ça va vraiment arriver? Déjà, est-ce qu'on sait simplement poser cette question en fait? Ouais. C'est ce que le philosophe Marc Hunyadi appelle le futurisme entre guillemets transhumaniste. Début de citation. Le futurisme est une manière de parler du futur au futur sans jamais utiliser le conditionnel. Une manière de prophétiser Hmm. l'avenir sans jamais imaginer l'alternative possible. En fait, on commence à deviner le propos de Nicolas Le Dévèdec. C'est que il y a ce discours transhumaniste est une variante du Tina de Margaret Thatcher, du There is no alternative. Ouais, ça sera Il n'y a comme pas ça, d'alternative et exactement. donc il faut s'adapter. Qu'on Ouais. soit pour ou contre, il faudra s'adapter. Hmm. Et donc, il y a un lien assez fort entre ce discours transhumaniste et une vision, disons, libérale du capitalisme. Mais bon, on va y venir plus précisément après. D'accord. Ok. Ce futur sensationnaliste, ou ce transhumanisme spectacle, comme je le qualifie, est lourd d'incidence. En naturalisant les promesses technoscientifiques du mouvement, son premier effet est de nous empêcher de questionner leur réalité scientifique. Voilà, ça on en a beaucoup parlé, hein, parce que on débat de l'espérance de vie illimitée, mais est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est aujourd'hui? possible? Ouais. Euh, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut supposer raisonnablement que dans 20 ans ça sera le cas? En fait, dans les deux cas, non. Ouais. Je- La question se pose pourtant, de quelle révolution parle-t-on exactement? Ces promesses ont-elles un effet sur le plan scientifique, ont-elles en effet sur le plan scientifique la moindre consistance? Sans dénier bien entendu toute réalité aux innovations technoscientifiques et biomédicales actuelles, il apparaît toutefois nécessaire d'interroger avec la plus grande prudence les promesses mirifiques qui les accompagnent.
Lorsqu'il est question, par exemple, d'abolir la mort en tant que telle ou de télécharger un esprit dans un ordinateur, n'est-on pas de fait confronté à ce que Catherine et Raphaël Larère, ces deux autres philosophes, très spécialistes de l'écologie notamment, appellent avec à propos des bulles technologiques? Je saute quelques parties pour rester un peu plus sur la thèse de Nicolas Le Dévédec. Si le récit de la grande révolution transhumaniste nous empêche d'interroger la réalité scientifique de ces promesses, il nous empêche tout autant d'appréhender celles-ci pour ce qu'elles sont précisément, des promesses. Chacune d'elles participe à une certaine mise en forme de la réalité et contribue à l'orienter d'une façon qui n'est, d'un point de vue économique, aucunement désintéressée. On arrive sur le sous-texte économique, philosophique, politique. Ouais. Ouvrez les guillemets. Allonger la durée de vie, étendre les capacités mentales ou corporelles représente un marché prometteur, soulignent Charles Péraguin et Guillaume Renoir. C'est aussi une bonne publicité qui place l'industrie numérique au centre de l'avenir humain et de l'attention des investisseurs, ajoute-t-il à juste titre. Donc là, on a vraiment cette idée que tout ça, c'est quand même un formidable coup de pub pour Google, pour aller simple, quoi. Et c'est quand même un formidable coup de pub pour les boîtes qui font du séquençage génétique, par exemple. C'est quand même un formidable coup de pub pour tout un tas d'entreprises qui, sans prétendre réaliser ces promesses, vous disent vous allez pouvoir profiter des premières récoltes, des prémices de tout ça. D'accord. Je vois qu'on a une question de Dejotarius. Ouais. Si le cerveau est un organe, qu'en est-il de sa fonction qu'il engendre en santé? La déficience de mémoire n'est-elle pas un déficit qui vient d'ailleurs? Le transhumanisme est-il voué à ne jamais remplir ses promesses comme une réclame trompeuse? Il y a beaucoup de questions dans la question. Ouais. Je répondrai sur la dernière, ça dépend un petit peu des promesses. Encore une fois, il y a des transhumanistes qui considèrent que la vaccination est déjà une forme d'augmentation. Donc là, on est dans le cas c'est même pas une promesse, mais de quelque chose de réalisé aussi. Donc après, il faut vraiment affiner. Il y a plein de positions assez différentes en fait chez les transhumanistes qu'il faut affiner un petit peu au cas par cas. Je suppose que c'est trop récent pour qu'on sache s'il y a une de leurs promesses qui s'est réalisée depuis qu'ils commencent à parler de tout ça. Euh... Non, il n'y a rien qui te vient en tête. Bah, si, il y a quand même des trucs, pas trop sur les humains, parce que heureusement, les tests sont très encadrés. Mais par exemple, l'industrie agroalimentaire utilise la technique de manipulation CRISPR-Cas9, commence à utiliser en tout cas, pour faire des moutons et des bœufs qui soient beaucoup plus musclés, parce que ça Ok. fait plus de viande. Avec plus de En fait, steak. ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc qui est assez facile à faire. Il suffit de désactiver un gène, en fait, et tu peux obtenir des animaux qui vont être très très musclés, qui vont souffrir horriblement, les pauvres, hein. Ah ouais? Parce qu'ils sont Ouais, trop ouais. lourds? Bah, ils ont une physionomie qui est plus du tout adaptée à à Ah leur ouais, c'est taille ça. ou Ou à l'eurosature ou un truc comme ça. Ouais, du coup, c'est ça doit ça, être ouais. compliqué. Donc il y a des trucs comme ça qui se font quand même. Et c'est là où effectivement, faut pas tout rejeter en bloc, sachant qu'encore une fois, il y en a même qui vont dire, on parlait de Black Mirror et des puces tout à l'heure, mais il y en a aussi qui vont dire que les casques type Oculus Rift ou les casques de réalité virtuelle, c'est des formes Ouais. de prothèses qui réalisent une des promesses du transhumanisme. Tout dépend après de quoi on parle, quoi. Ouais. Mais sur les exemples les plus spectaculaires qu'il évoque ici, genre télécharger son cerveau dans un ordinateur, allonger indéfiniment l'espérance de vie, Ça. oui, on peut raisonnablement suggérer que ce soit de la réclame trompeuse, pour Ouais. reprendre Ouais. l'expression des Jotarius, quoi. D'accord. Et il parle après de la promesse du vaccin ARN qui semble tomber à l'eau avec les doses et les vagues qui s'accumulent. Ça, ouais. Ouais, le vaccin ARN, je connais pas assez, puis j'ai tendance à dire qu'on en fera un bilan dans 5 ans, dans 10 ans. Là, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Puis je connais pas assez le sujet, je risque de dire des bêtises, donc désolé, des Jotarius. Je vais reprendre dès que je retrouve où j'en suis. Alors, les multiples promesses technoscientifiques jouent pour ainsi dire un rôle central dans le fonctionnement actuel du capitalisme. L'innovation technoscientifique et surtout la rhétorique de la nouveauté et de la rupture, c'est une citation de Pierre-Benoît Joly, qui l'accompagne en constitue de fait un moteur essentiel. Nombre de promesses transhumanistes servent surtout à alimenter toute une industrie et toute une économie de la promesse,
dont le principe est d'entretenir de façon permanente des formes de hype technologique pour mieux attirer les investisseurs et nourrir la machine de l'accumulation. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais de nouveau citer quelques paragraphes pour aller à l'idée suivante. Mhm. Mais il est encore une dimension essentielle que le transhumanisme spectacle contribue collectivement à nous faire occulter, et c'est elle qui sera au cœur de la réflexion engagée dans cet ouvrage. C'est bien le sens politique du mouvement et de ses thèses. La focalisation du débat sur les promesses technoscientifiques, véhiculées par les transhumanistes, souvent très spéculatives, n'est en effet pas neutre politiquement. Elle contribue précisément à occulter et la dimension proprement politique du mouvement et de ses thèses, et le cadre social plus général dans lequel ces derniers s'inscrivent. En fait, là, on en revient à une accusation qui va être assez classique, enfin une critique assez classique des mouvements qui s'inspirent beaucoup de l'ingénierie technologique et de l'innovation technologique. C'est l'idée que cette innovation est neutre. C'est l'idée, ah mais nous, en fait, on est juste en train de développer des technologies, on ne fait pas de politique, on ne fait pas de morale. Et lui, ce qu'il dit, c'est non, on fait toujours de la politique. On fait toujours, y a toujours un soubassement politique qui nous permet de faire ces innovations et qui nous permet de les promouvoir et qui nous permet d'envisager un développement de ces innovations. Il y a Euh, Kim qui demande si le transhumanisme n'est pas qu'une autre forme de dictature. Alors là, ouais, dans ce que tu dis, on a l'impression qu'il y a peut-être un côté un peu autoritaire, où quoi qu'il arrive, non, je voudrais pas donner cette impression parce que, encore une fois, le transhumanisme est très très diversifié en fait politiquement. ok, Notamment, voilà, on va vraiment avoir des transhumanistes de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, d'accord, ouais, il y en a qui vraiment vont de se toutes les présenter couleurs comme politiques, modérés. quoi. Il y a un petit peu toutes les couleurs politiques, ouais, et il y en a, voilà, et typiquement, quand ce généticien chinois He Jiankui a, de façon unilatérale, créé des bébés génétiquement, donné vie à des bébés génétiquement modifiés, même les transhumanistes les plus radicaux l'ont condamné de manière générale. Ah ouais, Enfin, je ok, parle dans les scientifiques, ouais, on dit que c'était totalement déraisonnable d'aller aussi vite, qu'il fallait d'accord. faire beaucoup plus de tests, qu'on avait fait prendre beaucoup trop de risques à ces bébés. Donc voilà, ils sont pas. Ok, Enfin, en c'est tout pas cas, je non parle plus des des représentants autoritaires, quoi. scientifiques. Non, je pense. Non, non, il n'y a pas de. Non, en tout cas, je le perçois pas comme ça. Ok. Alors, la focalisation du débat sur les prémices technoscientifiques véhiculées par les. Pardon, je suis en train de me répéter. À trop mettre l'accent sur les promesses transhumanistes, on contribue autrement dit à déplacer et à orienter les discussions sur des enjeux spéculatifs et futuristes, au détriment de toute réflexion critique sur le sens politique présent du mouvement et sur l'orientation sociale et politique plus générale de nos sociétés. Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le côté, voilà, on met la focale sur le futur, Ouais. sur un futur hyper hypothétique, hyper douteux, et il y a aussi une forme de diversion à faire ça, qui nous Hmm. empêche de réfléchir au présent. Concrètement, pourquoi est-ce que cette focale est mise? Pourquoi? Et qu'est-ce qui rend possible le fait de mettre cette focale sur un avenir spéculatif? Il est d'ailleurs remarquable de constater que dans le champ intellectuel et académique, les débats qui entourent le transhumanisme et ses idéaux se polarisent schématiquement depuis au moins une quinzaine d'années autour principalement de deux grandes positions idéologiques. Deux positions qui, l'une comme l'autre, non seulement tiennent pour acquis que le transhumanisme marque en soi une révolution, sans quoi le sens politique de ce mot ne soit jamais, sans que le sens politique de ce mot ne soit jamais réellement discuté et interrogé, mais qui contribuent plus encore à dépolitiser le regard que l'on peut porter sur le mouvement et ses thèses, en les abordant tantôt comme un enjeu de nature, essentiellement anthropologique et moral, qui concernerait la nature humaine et son avenir, tantôt comme un enjeu de nature essentiellement technique et éthique, qui concernerait les individus, leur autonomie, leur santé et leur sécurité. C'est un peu tous les débats qu'on a évoqués tout à l'heure sur la santé, l'intelligence, Ouais. l'espérance de vie. Je vais là encore sauter quelques chapitres. Donc, il oppose un petit peu, voilà, ce qu'on appelle les pros et les bioconservateurs et les technolibéraux, comme il les appelle, donc ceux qui s'opposent à ce discours et ceux qui le promeuvent. Les bioconservateurs, c'est ceux qui veulent pas du tout en entendre parler. Et les Voilà, c'est ça. technolibéraux, c'est ceux qui disent allez, Voilà, c'est ça. c'est Qu'une une façon un source peu de. schématique de présenter les choses, mais qui globalement fonctionne quand même assez bien Ok. quand on. Alors, donc je vais Après, reprendre. il dit Ouais. technolibéraux, mais tu disais quand même qu'il y avait toutes les couleurs politiques, donc il n'y a pas que des libéraux, en fait, parmi les transhumanistes.
C'est bon ce que tu appelles libéraux aux États-Unis parce que le Ah débat oui, est quand même c'est... très Ok, centré sur le monde américain. Il d'accord, a quand même lieu, scientifiquement, il a quand même lieu, philosophiquement, il a principalement lieu là-bas. d'accord, ouais, S'il y a des intervenants ailleurs, mais beaucoup de débats se font là-bas quand même. Et donc, dans les libéraux, il y en a beaucoup, libéraux américains, il y en a beaucoup, encore une fois, qui vont être sensibles à la question de la justice sociale, ouais. de l'équité sociale et de la redistribution des bienfaits technologiques, justement. Ouais, c'est vrai que le sens du mot libéral là-bas est plus à gauche que ce Pas forcément le même que le nôtre, ouais. ouais, que chez nous, ouais. Alors, donc je vais reprendre un petit peu plus loin dans l'introduction. Mais interroger le transhumanisme sous l'angle du politique, ce qu'il veut faire donc, c'est aussi, et de manière indissociable, interroger, outre le contenu idéologique et politique des thèses soutenues par le mouvement, le monde social dans lequel celles-ci s'inscrivent et qui les rend pour ainsi dire possibles. Au croisement de la philosophie politique et de la théorie sociologique critique, la réflexion engagée ici vise en ce sens à éclairer non seulement ce que dit politiquement le transhumanisme, mais également ce qu'il dit politiquement de nos sociétés. Mm. Donc on a voilà cette idée. Pourquoi est-ce que ce débat a lieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui le rend possible? Et quel climat idéologique ce débat conforte-t-il? Les débats sur l'humain augmenté et le transhumanisme nous détournent aujourd'hui trop souvent d'une mise en question politique de notre propre modèle de société. On s'inquiète ou on s'enthousiasme des perspectives transhumanistes les plus futuristes et les plus sensationnelles pour mieux détourner le regard du contexte social dans lequel elles prennent forme. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc cette façon de renvoyer pro et anti dos à dos en disant il y a peut-être un piège là en fait quand on Ouais. s'oppose des discours. J'avance encore un petit peu plus loin pour essayer d'aller vite, hein, pour pas forcément tout lire, mais pour vous donner vraiment la substantifique moelle, comme on dit dans les rédactions. Mhm. Euh, Ce livre propose une critique du transhumanisme et de son monde dans une perspective politique et écologique, orientée tout à la fois vers l'objectif d'une transformation sociale radicale de notre société et vers celui d'une défense du monde vivant, humain et autre qu'humain. La thèse centrale que j'y développe est que le transhumanisme et l'aspiration croissante à augmenter l'être humain et ses performances sont les révélateurs, autant que les vecteurs, d'une crise contemporaine majeure du politique et de l'impasse civilisationnelle et écologique profonde dans laquelle s'enfoncent les sociétés capitalistes avancées. Ok, là, Là, faut on est un peut-être peu faire dans une pause, l'idée, ouais. ouais, on est un peu dans l'idée qu'il y a une situation de crise. On a une grosse crise financière en 2008, il y a une grosse crise écologique environnementale aujourd'hui. Ouais, Et comme toujours en situation de crise, on a une espèce de récit qui se met en place et qui dit on va tout résoudre grâce à un moyen un peu miracle, qui va être les nouvelles technologies. Et on ne va pas trop s'attarder sur ce que disent ces nouvelles technologies. Donc vraiment une espèce d'idée que le transhumanisme est aussi aujourd'hui une réponse à un contexte de crise. ouais. Alors que, justement, il dit qu'il faut questionner ça. Ouais, Notamment, j'imagine, parce que si on s'imagine que la technologie va aller très très loin, ça veut dire qu'il faut plus ou moins mettre de côté la crise environnementale et le problème que la course en avant technologique va poser pour la planète, le réchauffement. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il va un peu retourner le truc, comme on va le voir, en disant mais cette course en avant vers toujours plus de technologie, toujours plus d'optimisation, toujours plus de productivité, elle fait peut-être partie des choses qui sont à l'origine de la crise à laquelle elle prétend répondre. Et Ouais, loin de nous en sortir, elle pourrait au contraire nous y enfoncer. J'ai vas-y, continué parce que ça va arriver assez vite, j'anticipe, ok, je crois. vas-y. Euh, Interrogé sous l'angle du politique et donc de notre capacité à agir réflexivement sur le monde, le transhumanisme constitue tout sauf une révolution. Au contraire, changer l'être humain pour mieux ne pas changer notre modèle de société constitue son ressort politique profond. Loin d'encourager un rapport critique et réflexif au monde social, les promesses transhumanistes engagent en effet un rapport essentiellement adaptatif à celui-ci, centré sur l'ingénierie humaine plutôt que l'émancipation politique. Avec le transhumanisme, et cela inclut la branche du mouvement qui se revendique ces dernières années d'une approche sociale et progressiste, les transhumanistes libéraux dont on parlait tout Ok, à l'heure, ouais, il n'est plus tant question de transformer politiquement notre monde, en l'occurrence le monde capitaliste et ses valeurs centrales de croissance et de productivité indéfinie, que d'y conformer l'être humain et la vie en soi. Loin de nourrir un projet émancipateur, le transhumanisme est de ce point de vue davantage à réinscrire dans la longue histoire biopolitique du capitalisme et de l'exploitation des corps et de la vie
que le mouvement contribue aujourd'hui, à travers ses promesses d'augmentation spectaculaire, à masquer et à légitimer. Il fait des phrases très très longues, Ouais, mais je pense que l'idée a été assez claire. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Le facteur à l'origine de la crise, alors qu'il prétend y répondre, quoi. ouais. Si le transhumanisme doit être critiqué, ce n'est donc pas parce qu'il marquerait une révolution, que celle-ci soit interprétée négativement ou positivement, mais au contraire parce qu'il en subvertit profondément la possibilité. L'idée qu'en fait, le transhumanisme est un conformisme à un modèle productiviste, valorisant l'augmentation, l'amélioration, l'optimisation, toujours plus de productivité, toujours plus Oui. de croissance. C'est-à-dire Euh, continuons comme on l'a toujours fait, quoi, en gros. exactement, Et en donc fait, ça c'est une apparaît, ça plus transmission. conservateur que ce qu'on voudrait bien croire. Exactement, c'est la thèse. Et c'est assez original, ça, je me Ouais, ouais, souviens ouais. pas l'avoir beaucoup lu. Parce que quand j'avais fait ce mémoire de recherche, du coup, j'avais fait pas mal de lectures sur les transhumanistes. Et cette critique, je la trouve assez originale, hein. C'est une de ses spécialités d'ailleurs, hein. Keane qui dit super, s'habituer à la pollution plutôt que de l'arrêter. Ouais, on a un Ouais, peu c'est un peu l'impression que c'est l'idée. ça. C'est continuons à tout polluer, mais du coup, comme on aura des poumons régénérés, t'inquiète, on pourra tout polluer, on aura des poumons qui vont résister. C'est un peu ça l'idée, ouais. Et avec des machines qui peut-être nous fabriqueront des poumons régénérés, mais qui seront elles-mêmes extrêmement polluantes. Ouais, c'est ça, oui. Euh, C'est un peu le paradoxe du climatiseur d'ailleurs, de la climatisation, tu sais, enfin, Ouais, qui rafraîchit l'air intérieur, mais qui rejette de l'air chaud et qui qui rejette de augmente l'air chaud et du coup le qui climat. réchauffe tout le reste et t'en as toujours besoin de plus. Mm. Alors je poursuis. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les thèses transhumanistes et les promesses d'augmentation et de vie éternelle qu'elles charrient n'ont jamais été autant mises de l'avant que depuis la crise financière de 2008. Euh, je saute un petit peu, il fait une référence au philosophe Zizek. Avec le transhumanisme, il n'est finalement pas tant question de régénérer l'être humain que de perpétuer un système. Tel est le mythe de l'humain augmenté, le titre de son livre. Ouais, Et si le mouvement n'est en rien révolutionnaire, comme nous le verrons, c'est bien parce qu'il contribue surtout à nous détourner de l'urgence politique et écologique vitale de changer le monde. À l'ère de l'Anthropocène, dont le transhumanisme peut être considéré comme l'une des expressions symptomatiques, donc Anthropocène, il faut peut-être rappeler, ouais, j'ai toujours un peu de mal à définir ce terme, mais en gros, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'idée que l'humanité est à l'origine du changement climatique, enfin de changement profond des conditions d'habitabilité de son environnement, quoi. Euh, alors, je reprends. C'est la question fondamentale de la sortie du capitalisme et du modèle productiviste technoscientifique, basé sur l'accélération perpétuelle, la maîtrise et l'exploitation illimitée et effrénée de la vie sociale, qui se pose aujourd'hui avec insistance. Changer de monde plutôt que l'être humain, sortir du capitalisme plutôt que s'y adapter, tel est l'impératif social, politique et écologique que le transhumanisme contribue à nous faire occulter collectivement, et qu'il s'agit au contraire, comme je m'emploierai à le montrer dans ce livre, de défendre et de mettre en œuvre si l'on veut contribuer à faire advenir une société plus juste, plus libre et plus soutenable. On voit aussi le positionnement politique de l'auteur, donc une ouais. critique radicale du capitalisme, un parti pris écologiste très très fort. Après, libre Mhm. à chacun d'y adhérer ou pas, hein, mais, euh, Ouais, on a mais l'impression qu'il y a des trucs intéressants quand même. Moi, j'avais jamais vu le transhumanisme sous l'angle du conservatisme en fait. Ce qu'il oui, dit moi lui. non plus. Et c'est vrai que c'est original et en fait quand il enfin quand il te l'explique, ça a l'air plutôt logique quoi. C'est assez convaincant, ouais. Et surtout cette idée de où est-ce qu'on place le regard que je trouve passionnante, quoi. Quand on débat du transhumanisme, quand on débat de ses conséquences et du futur, pourquoi détourner le regard vers le futur? Qu'est-ce qui porte notre regard vers le futur? Et qu'est-ce qui se passe si on se tourne non plus vers le futur, mais vers le présent? Ouais. Je sais pas s'il y a des réactions d'autres réactions dans le chat par rapport à ce qu'on a lu jusqu'à présent. Là, j'ai lu quelques morceaux choisis de l'introduction. Après, il annonce un peu ce qui va être le plan d'ouvrage. Je peux brièvement en parler, mais je pense qu'en termes de lecture, Ok, Saku Darling dit c'est vraiment intéressant. merci. C'est vrai que des fois il fait des phrases un peu compliquées donc je Il comprends fait que des phrases longues, il aime bien les phrases ça de soit des 5-6 fois un peu lignes. dur à suivre. Mais ouais, non, moi je trouve ça vraiment intéressant, donc je pense que j'en ferai une recension dans Sciences Humaines, qui paraîtra dans un mois ou deux, du coup, C'est des phrases de philosophe quoi. ou de sociologue. Ou de sociologue, c'est vrai qu'il est sociologue. Après, ça dépend de... C'est vrai qu'ils font des longues phrases, hein. Bourdieu il faisait des phrases d'une demi-page.
Les Je suis en sociologues train de aussi, lire ils Proust écrivent. moi en ce moment, donc c'est pas il n'usurpe pas sa réputation Ah oui, de faire d'accord. des Tu lis les constats très phrases de longs. Proust qui font 4 pages. Ok. C'est vrai que des fois, Avec 12 virgules et 50 points virgule. c'est ça. Je vais peut-être parler un petit peu du plan de l'ouvrage, s'il n'y a pas de réaction dans le chat pour l'instant. Donc il y a 4 chapitres. C'est un ouvrage qui est pas très long, hein, il fait 160 pages, et même 150 plutôt. Et c'est sympa, enfin moi j'aime bien aussi Voilà, c'est pas un ouvrage qui a une ambition un peu totalisante, ou etc. C'est une thèse très précise. Donc voilà, une prise de parti un petit peu nerveuse et directe dans un débat, avec une vraie originalité de point de vue, comme on l'a évoqué. C'est plutôt un essai, quoi. Ouais, on est dans l'essai, mais c'est un essai qui est alimenté par la recherche scientifique de son auteur, parce que donc Nicolas Devedec, je ne vais pas trop parler de lui, mais il est vraiment spécialiste des enjeux politiques et sociaux attachés aux technologies. D'accord. Et il a beaucoup travaillé sur la question voilà, de l'augmentation, du transhumanisme, de l'amélioration. Et c'est peut-être important de le préciser, parce que c'est vrai que dans les essais, il peut y avoir tout et son contraire. On peut avoir des personnes qui n'ont aucune activité de recherche scientifique dans des laboratoires universitaires Hmm. ou des centres de recherche, qui sont voilà, des intellectuels, en fait, des propos d'intellectuels. Et on a aussi des universitaires qui, pour changer un peu de la publication dans des revues qui sont généralement lues que par leurs collègues, donc par exemple sociologues en l'occurrence, Hmm. ou autres, vont publier des essais, mais qui vont avoir un niveau d'information et d'expertise qui va être très au-dessus de celui d'un essai écrit par un intellectuel qui va avoir une culture un peu plus générale sur ces questions-là, Hmm. et Ouais, tous les moins essais se affûté. valent pas, quoi. C'est ça. D'ailleurs, pour le chat, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un essai. À Sciences Humaines, on sait bien parce qu'on reçoit des bouquins de chercheurs et du coup, il y a plus ou moins une catégorie essai qui est un peu la catégorie touchy, c'est-à-dire que c'est pas une recherche, c'est pas un bouquin sur quelqu'un qui a fait une recherche ou qui a fait du travail universitaire, c'est censé être quelque chose où la personne donne plutôt son avis. Et du coup, Mm. c'est un petit peu un terrain glissant parce qu'on sait jamais quoi. La personne peut écrire un essai très intéressant et très informé, comme tu disais Fabien, et puis des fois, elle peut juste donner son avis sur des domaines qu'elle connaît pas forcément très bien, en partant peut-être de son champ de recherche, mais voilà, en se détournant un petit peu, en prenant des détours, et c'est pas toujours très, très bon, quoi. Donc en tout cas, celui-ci est plutôt bon d'essai. Ah oui, celui-ci est. Ouais, il y a une vraie expertise scientifique derrière, une vraie expertise universitaire. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que c'est un essai qui est très engagé. On le voit bien dans les propos qui sont soutenus sur le capitalisme, sur la croissance, sur l'écologie, sur la politique. Mais c'est très clairement affiché aussi. C'est pas un ouvrage qui essaye d'avancer en sous-main des positions politiques. Les choses sont extrêmement claires. Et Ouais. même si on ironisait sur les phrases un peu longues, mais globalement, tu as vu ce que j'ai lu, c'est plutôt clair dans l'ensemble, hein. Ouais, ouais, C'est ça pas va, du ouais. vocabulaire technique, Ouais. En tout cas, pour nous qui sommes habitués à lire des sciences humaines, c'est accessible, quoi. Mm. Ce qui veut pas dire que ça le sera. Peut-être que ça en fera suer certains de lire des trucs comme ça, mais je sais pas si vous Ah, je avez pense qu'il l'habitude faut de lire des s'intéresser sciences un humaines petit dans le peu. chat. Ouais. Il faut s'intéresser un petit peu au sujet, je pense, pour lire. Ouais. Mais s'intéresser au sujet, c'est pas forcément s'intéresser au transhumanisme si on n'y a jamais entendu parler. Ça peut être s'intéresser aussi à des débats du style, celui que tu évoquais tout à l'heure, la sélection embryonnaire, le fait de proposer de l'avortement à des parents dont le fœtus présente des signes de trisomie, Hmm. à ces débats sur pourrions-nous vivre éternellement, Ouais. voilà, si vous vous intéressez à ces questions-là, c'est un livre, je pense, qui peut être assez intéressant, quoi. Ouais. Ok. Et pas très long en plus. Non, 150 pages. Donc au niveau des 4 chapitres, je vais prendre plutôt le, euh, la table des matières. Alors l'ouvrage, je ne l'ai pas encore lu en entier. Donc j'avais lu introduction, conclusion, étape des matières, quand je fais souvent quand je veux avoir un premier aperçu d'un ouvrage. Ouais. Euh, Donc, dans le premier chapitre, en gros, c'est inadapté au futur, le transhumanisme au service de la dépolitisation sociale. Donc, il revient
sur l'absence de politique affichée du discours transhumaniste et les promesses du transhumanisme par rapport aux enjeux politiques actuels. Chapitre 2, il faut s'augmenter sur le nouvel impératif biopolitique du capitalisme. Là, il montre qu'il y a des affinités très fortes entre le transhumanisme et ce qu'on évoquait tout à l'heure, un capitalisme thatchérien, on va dire, avec l'idée qu'il faut s'adapter, que l'ordre du monde qu'il faut s'adapter plutôt que d'essayer de changer l'ordre du monde. Là où effectivement un autre discours politique serait de dire non, on n'a pas à s'adapter, on peut aussi essayer de changer l'ordre du monde. Donc grand débat politique. C'est un peu ce que tu dis, Kid, là, sur le côté performance, c'est toujours très subjectif. On a l'impression que oui, c'est un peu lié au fait que le capitalisme nous demande d'être toujours plus performant, toujours plus capable voilà, de travailler tout le temps et sans frein. Est-ce que c'est lié à ça aussi? Du coup, le transhumanisme, ça nous permet d'être plus efficace, plus performant? Ouais, cette idée, enfin, oui, oui, c'est en tout cas l'idée que les deux discours se ressemblent énormément. Ouais, d'accord. Sur le troisième chapitre, on est sur corps augmenté, être exploité, l'éternel horizon productiviste du transhumanisme. Là, plus que sur le il faut s'adapter, il revient sur la notion d'optimisation. Donc l'idée qu'il faut aller vers le toujours plus. C'est pas juste s'adapter, c'est aussi aller vers le toujours plus de performance, toujours plus de productivité, toujours Hmm, plus de croissance ouais, technologique et donc économique, etc. d'accord. Et dernier chapitre, retour sur Terre, le transhumanisme face à l'anthropocène et à la question de l'émancipation. Là, on revient sur le point de vue original que lui propose, à savoir faire une critique écologique et politique du transhumanisme en proposant un autre horizon politique que celui sous-tendu par les promesses du transhumanisme. Pour prendre un exemple très bateau, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez proche du débat sur la 5G qui avait commencé à émerger, la téléphonie 5G. Donc, Ouais, cette idée, voilà, un argument qui arrivait très très vite au moment du début du déploiement de la 5G, c'était de dire, mais à un moment donné, on sait que le potentiel de pollution de cette technologie est importante, et est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G? Dire, ouais. ok, on peut le faire, ok, on peut développer un réseau mobile de 5G, mais on en est déjà dans un stade où on regarde des séries télé sur nos téléphones ou du Twitch en direct d'un bout de la planète à l'autre. Est-ce que vraiment on a besoin que ça aille plus vite, que ça aille je pense que les tests qu'ils développent peuvent être un éclairage intéressant par rapport à ce débat aussi, quoi. Hmm. Toujours le débat de il faut s'adapter, les promesses technologiques qui rendraient possible cette adaptation, voire un futur qu'on espérerait encore mieux dans un contexte extrêmement mouvant suite aux crises que nous traversons. Et finalement, ce retournement à la fin de dire, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas prendre une autre option politique aussi? Est-ce qu'on ne Hmm. peut pas se dire que le tout technologique, le solutionnisme technologique n'est peut-être pas ce vers quoi on a envie de tendre et envisager d'autres options. Alors, j'ai pas vu le mot de décroissance en parcourant le Ouais, livre. J'imagine qu'on est sur des choses assez proches, ou en tout cas d'accord. de stabilisation peut-être. Ouais. Ça, j'en parlerai. Et vous, dans le chat, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt partisan de on avance et puis si on peut le faire, tant mieux, ou freinons plutôt et réfléchissons avant de lancer un nouveau truc comme la 5G par exemple ou autre chose? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est une question intéressante et qui mérite de faire débat, quoi. Plutôt que de dire, bah, un peu à la manière des transhumanistes, tant pis, on avance et puis c'est comme Ou ça. super, on avance. Ou plutôt, oui, c'est ça, c'est pas tant pis, c'est plutôt super, t'as raison. C'est super, on avance et puis c'est tout, il n'y a pas de question à se poser plus que ça, quoi. Nous demande-t-on encore pas notre avis, dit Jotarius. Oui, c'est ça. Tu veux dire que, quel que soit ton avis, la 5G va être déployée, c'est ça? Certainement. Ouais. Mais c'est vrai que Certainement. sur la technologie, on se heurte beaucoup à ce discours-là, quoi. Moi, je me souviens, je racontais une anecdote personnelle, mais quand on voulait nous faire passer à la fibre, bon, c'est cool la fibre, et au final, j'ai fini par l'avoir, tu vois. Mais moi, j'avais des problèmes de réception de la télévision. J'avais du mal à regarder la télévision, les infos notamment, parce que je n'avais pas la fibre et que Ouais. les chaînes étaient passées à la HD. Et je me souviens que le représentant de l'opérateur Internet m'avait dit, bah oui, il faut que vous passiez à la fibre parce que de toute façon, c'est comme ça, quoi.
Et j'avais essayé de lui dire, mais vous savez, il y a quand même une autre option aussi qui est possible, c'est que vous retourniez vers les chaînes, vous en tant que grand opérateur Internet en France, et que vous lui disiez, nos clients n'ont pas envie de passer à la fibre, donc il faut que vous y alliez peut-être plus lentement ou que vous ne modernisiez pas forcément votre qualité d'image, etc. Et Ouais, c'est c'est vrai ça. qu'en vrai, moi, recevoir la télévision HD, bon, maintenant je l'aime, mais honnêtement, ça n'a pas changé ma vie, quoi. Enfin, Ouais, ça change pas la et on vie, sait qu'en moi non termes plus, de, mais... et on sait Alors qu'en termes de peut-être que pollution, les fans de foot qui aiment bien voir le match en grand préféreront la HD, mais c'est vrai que ouais, on voit pas forcément toujours l'intérêt, quoi. Surtout par rapport au bon vieux cathodique où je branchais ma télé sur la prise cathodique dans mon appart et ça allait très vite. et puis il y a Là, des enjeux de pollution derrière aussi, hein, ouais, en plus. le streaming vidéo, c'est en train de devenir une énorme source de pollution. Je jette pas la pierre, moi je suis un énorme consommateur. En plus, on est sur Twitch, On donc est on va. là, vous polluez en nous regardant. C'est ça. Mais, Mais nous, on pollue c'est aussi. quand même une question qui se pose. Je crois que c'est Greenpeace qui soulève régulièrement le sujet chaque année, avec un rapport sur l'empreinte écologique et l'empreinte carbone, notamment du streaming vidéo. C'est de plus en plus important. Ouais, j'avais lu, je sais plus quand j'ai lu ça, je sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, Pas c'est tous les récent, ans. Ils sortent un que, rapport tous les ans. Ouais. que Pardon. Internet, dans sa globalité, générait à peu près 4% de, du, je crois, du carbone, enfin, en tout cas de la pollution carbonée aujourd'hui, et que ça allait augmenter énormément au fur et à mesure, quoi. Là, les usages augmentent, ça c'est sûr. Ouais. Donc, Kim dit, utilisons déjà ce qu'on a à disposition et adaptons-le si besoin. Ouais, donc toi, tu serais plutôt partisan de pas chercher à inventer tout un tas de nouveaux trucs, quoi. Si je comprends bien. ah, moi, ce que j'entends aussi, c'est toujours cette idée de il y a des enjeux immédiats des fois qui sont importants. Euh, Plus immédiats, je veux dire, encore une fois, je suis obsédé un peu par ça, mais je parle de l'espérance de vie en bonne santé, quoi. L'espérance de vie en bonne santé, c'est un énorme enjeu. Hmm. Et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, il y a par exemple la question de qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées en France. Il y a d'énormes déficits de structures d'accueil, il y a Ouais, d'énormes ouais, déficits d'aide. c'est vrai. Euh, et ça mériterait peut-être davantage d'attention, au fond, que la question de savoir comment on gérerait le fait de vivre éternellement. Bon, Hmm. après, heureusement, quand on regarde les acteurs politiques, ils sont souvent plus dans le premier débat que dans le second, heureusement. Mais voilà, utilisons déjà ce qu'on a à disposition. Moi, j'entends aussi, intéressons-nous déjà aux problèmes immédiats Ouais. actuel, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des réflexions et des travaux de recherche qui soient fondamentaux ou appliqués aux technologies Hmm. de très longue haleine, avec des visions à long terme, mais n'ayons jamais peur de revenir à des débats un peu plus fondamentaux, un peu plus immédiats. Ouais. Alors que le transhumanisme occulte complètement ce côté-là, quoi. Moi, je trouve que c'est Hmm. vraiment une critique à lui faire, et c'est une critique que lui fait Nicolas de Devedec, et qui me paraît extrêmement justifiée, oui. Hmm. Extrêmement justifiée. Enfin, encore une fois, débattre de l'immortalité alors que on a vraiment énormément de mal à vivre en bonne santé, et j'ajouterais, et dans de bonnes conditions sociales, économiques. Euh, Ouais, c'est vrai. Mais déjà, il y a le Aujourd'hui, fait que ton espérance de vie, elle est beaucoup fonction de ton travail et de ton milieu social. Donc, voilà, exactement, des choses comme ça qui mériteraient beaucoup d'attention. hmm. Oui, c'est tout à fait ça, dit Keane. Occupons-nous des problèmes qui perdurent depuis des siècles et que nous n'avons pas encore résolus. Ouais. Mm. On pourrait se dire qu'en effet, ouais, il y a d'autres choses qui pourraient être faites Et avant Kin, de... du coup, qu'est-ce qu'il y aurait pour toi comme exemple de problème non résolu? J'ai l'impression que tu as peut-être quelque chose en tête. Tu dis qui perdure depuis des siècles. Ouais, ça c'est... Dans son discours, c'est peut-être aussi le côté sociologue, sachant qu'il doit se frotter un petit peu aux réalités sociales des gens Oui, oui, c'est son face aux prisme technologies. de revenir à la réalité sociale immédiate et actuelle, quoi. Enfin, pas immédiate, mais la réalité sociale actuelle, ouais. Hmm. La La fin fin dans le dans le monde. monde, l'esclavage. Ouais. Mm. Après, si ça peut simplifier la gestion de certains problèmes, dit Ored. Il y a des soucis comme le diabète pour lesquels on a des solutions, mais pouvoir manger normalement, ça serait super cool.
Effectivement, alors on en revient au grand débat qu'il y a dans le transhumanisme sur la différence entre soins et augmentation. Et le diabète, c'est un bon exemple, effectivement. À un moment donné, si tu as des technologies, que ce soit, je sais pas, des manipulations génétiques ou des nanotechnologies qui permettraient une meilleure régulation de l'insuline et qui permettraient aux personnes diabétiques de pouvoir manger sans devoir faire hyper attention et sans devoir réguler leur glycémie, bah, c'est vrai que moi, pour le coup, je serais plutôt partisan de développer ce genre de choses. Hmm. Effectivement, ouais. Et après, est-ce que c'est du soin ou est-ce que c'est de l'amélioration? Ça ressemble quand même énormément à du soin, pour le coup. Mais encore une fois, je trouve que la frontière est pas toujours si facile à Ouais. fixer. Mais bon, il y a peut-être des choses un petit peu évidentes comme celle-ci sur lesquelles on pourrait se mettre assez facilement d'accord. Hmm. Le transhumanisme éclairé, oui. Le transhumanisme galopant, non, dit Déjotarius. Ok, ça semble pas trop Éclairé, mal. galopant. Je pense que ça marche pour beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Ça a l'air raisonnable comme point de vue. Ok. Est-ce que tu voulais nous lire un autre passage? Écoute, non, j'ai lu un petit peu l'essentiel et faut que je me plonge un petit peu plus dans le bouquin. Là, l'introduction, je la connaissais bien, Ok, bah c'est c'est pour ça que bien. je voulais. Déjà, on a eu un bon aperçu quand même. Je pense que ça donne un bon aperçu du livre, Hmm. ce qu'on a fait. Il est sorti déjà, hein, vous pouvez le trouver en librairie, je vous le recommande vivement. Je ferai une petite recension un petit peu plus détaillée dans Sciences Humaines. Ouais, Peut-être qu'on le signalera quand ça paraîtra. ouais, ça Et marche. Quand tu fais une recension comme ça, tu fais comment? Tu le lis en entier ou tu... oui, oui, oui. Ouais, tu lis Oui, oui, tout? non, je lis le livre en entier, ouais. Oui, oui. Je le lis pas en entier avant de le proposer à la rédaction. C'est-à-dire Ouais. que j'en ai un premier aperçu en faisant une lecture, disons, rapide, introduction, conclusion, en faisant un peu des recherches sur l'auteur aussi ou l'autrice, Hmm. avant de le proposer à la rédaction, à notre chef de rubrique livre, Nicolas Journet. Et si la recension est acceptée, après, je le lis en entier. D'accord. Et pour pouvoir en faire une recension détaillée, et puis aussi pour mon plaisir personnel. Ouais, ok. Et donc, quand tu fais une recension, tu fais quoi? Je suppose que tu fais pas un résumé. C'est pas juste ça. Bah, Mais j'essaye tu de donnes ton avis résumer quand quand même? même la thèse, Ouais. donner un peu une idée de ce qu'on va trouver dans le livre. Et quand j'ai la place, c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'expliquer un peu dans quoi le livre s'inscrit, dans quel débat il s'inscrit, s'il répond à un autre livre, par exemple, ou ce genre de choses. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on est pas mal. On a fait un peu le tour. Je vous remets, hop, la couve du bouquin. Où est ma souris? Là. Hop là. Tac. On Vous pourra l'avez peut-être se là. refaire une autre émission sur un point plus précis la prochaine fois. On Ouais, peut si aussi vous voulez. inviter En des tout cas, philosophes. il y avait pas mal de remarques dans le chat. Kim qui dit: Il me semble que ces technologies ne sont qu'un raccourci pour éviter aux personnes de se remettre en question, faire ce qu'elles devraient. Bah, c'est un petit peu une des thèses, effectivement, qu'on va retrouver dans le mythe du humain augmenté. Après, lui, il n'est pas sur le niveau individuel, il n'est pas au niveau d'une personne qui va éviter de se remettre en question, il est vraiment au niveau social. Il a un point de vue de sociologue, Ouais, donc il va parler de groupes politiques, de groupes sociaux, de groupes économiques. Mais il n'a pas un point de vue qui descend au niveau des individus. ouais, Où d'accord. là, on serait plus dans la psychologie. En fait, c'est presque plus de la psychologie ce que suggère Keane. Ok. Et ouais, ouais, bah, moi je connais quand même pas mal de philosophes qui ont bossé sur la question. Peut-être aussi qu'on pourrait faire une émission avec Nicolas Le Dévédé, qu'on pourrait lui proposer éventuellement s'il y Ouais, a carrément. beaucoup Si de ça demandes vous en ce sens. intéresse, on peut, hein. Ouais, n'hésitez pas à nous écrire à Sciences Humaines pour si vous avez des envies d'une émission en particulier voilà, sur un thème, des auteurs que vous aimeriez qu'on invite ou des choses comme ça. C'est Hmm, des choses qu'on peut organiser nous derrière. tout à fait. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là, je pense. Je suis en train de regarder en même temps là. Tu m'avais dit, Fabien, tout à l'heure qu'il y avait Monsieur Phi qui faisait un live qui avait l'air super intéressant sur le point de la philo en 2020, sur où Ouais, en est la philo en 2020. un Si ça vous sondage a... de Phil Pepper sur lequel on fera sans doute un article aussi. Ok, bon bah voilà. On en parlera aussi dans Sciences Humaines, mais si ça vous intéresse, je vais lancer un petit raid, je vais essayer.
Donc Je- voilà, Ouais, c'est nous... possible qu'ils aient terminé. Je crois qu'ils avaient annoncé 19h, 21h. Ah ouais? Mais tu peux essayer. Ah, ils ont... Non, t'as raison, ils ont l'air de faire coucou sur leur stream. Ils disent salut. Et ben voilà. Voilà, je voulais lancer mon premier raid de Twitch, et ben c'est raté pour ce soir. Bon, et puis comme j'avais pas spécialement regardé sur quoi je pouvais vous envoyer ce soir, on va, on va s'arrêter là, sans faire de raid pour cette fois-ci, puis on verra la prochaine fois. Donc merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Kin, Saku Darling, Conrets, Dejotarius. Merci à tous, ouais, et à Merci à tout toutes. le monde. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, enfin, je dis vous, mais Fabien sera pas là. La semaine prochaine, je suis avec un psychologue qui s'appelle Yann Leroux et on parlera avec lui de psychologie et jeux vidéo. C'est un gamer. C'est un gamer et psychologue qui a fait pas mal de recherches sur les jeux vidéo Très et intéressant également. ouais, qui est plutôt intéressant parce que il démonte un peu toutes les paniques qu'on a parfois avec les jeux vidéo, genre Ouais, il est très anti-panique morale avec des ouais, on vrais est arguments. tous accros aux jeux vidéo, les jeux vidéo c'est dangereux, les jeux vidéo ça rend violent, voilà, on verra avec lui que bah, c'est pas si évident que ça. En tout cas, lui, il a un avis Je crois que le titre de son livre, différent. c'était Les jeux vidéo, ça rend pas idiot d'ailleurs. C'est ça, non? Ouais, et le dernier bouquin qu'il a publié s'appelle Soigner avec les jeux vidéo. Donc vraiment, on voit que voilà, il s'y intéresse d'une façon un peu différente de ce qu'on entend régulièrement dans les médias. Donc voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec lui. Ça sera pas à 20h, ça sera à 17h, si je ne m'abuse. Et ben d'ici là, voilà, portez-vous bien et passez une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Salut! Salut!